Bonjour. Bonjour. On change. Ben et Nuts, on fait des duos, des claquettes. Non, pas du tout. Sonia, merci de nous recevoir pour cette dernière conférence de ces 3 jours intenses. Une conférence un peu particulière qui continue à tirer le fil rouge de cette édition et donc à aborder la simplicité et la vision, mais différemment. Oui, alors 3 jours intenses. Je pense que vous êtes tous contents de rentrer tout à l'heure. 3 jours intenses et on a voulu en fait vous permettre de bénéficier d'un moment de respiration, d'inspiration et de revenir finalement sur cette simplicité, cette vision, les fondamentaux. Et parmi les fondamentaux, si on raisonne à l'échelle humaine, c'est aussi la musique, c'est le bonheur des notes. Et donc je vous laisse découvrir Charlotte avec André Manoukian. Merci beaucoup Sonia. Et Sonia vous l'a dit, en effet, on a cherché des parallèles douteux un peu entre retail, e-commerce, musique. On a assez vite arrêté. On s'était dit au départ, si quand même vous signez des accords ici, accords, bon, on s'est dit mauvais. Après on s'est dit commerce, on peut jouer du pipeau, pire encore. Donc on s'est dit, bon, on va oublier et on va plutôt rester en effet sur cette notion de caractère fondamental. Et la musique est fondamentale parce que déjà de la musique naît le langage, parce que la musique est un besoin vital, parce qu'on sait aujourd'hui que la musique finalement agit aussi sur nos cerveaux, qu'elle agit sur nos aptitudes, qu'elle agit sur notre créativité, sur notre concentration, sur notre mémoire. Et pour terminer sur un lieu commun, mais vous me pardonnerez parce que je pense que, compte tenu du contexte, on en a besoin plus que jamais, la musique adoucit les mœurs. Voilà, c'était un peu facile, mais il fallait quand même le rappeler. Il faut qu'on arrive à adoucir nos émotions à tous, et c'est aussi l'enjeu de cette masterclass. Cette masterclass, ou plutôt ce sera la dernière masterclass de la journée. Et c'est un peu donc un cadeau que nous fait l'équipe de One to One. Et ce cadeau, il a un nom, et je vous prie de l'applaudir sous vos applaudissements. André Manoukian. Monsieur. André, on fait à nous deux France Gall, le piano, debout. Non. J'arrête les blagues pourries, promis. Ici, vous êtes dans la courbe psycho-érotique du piano. Voilà, on commence bien. Non, c'est vrai, il est midi. Cet endroit, il est magique. Parce que, en fait, c'est là que viennent se réfugier les chanteuses. Moi, quand j'étais petit, les chanteuses, on n'avait rien à péter. Je ne faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder. Et puis, le jour où j'ai découvert, j'ai dit, la voix, c'est le plus bel instrument du monde. Parce que, vous me permettez une digression, la chanteuse, quand elle arrive... J'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière. Elle vient du fond de scène. Là, il y a le batteur. Le batteur, c'est effrayant, on est d'accord. Donc, oui, c'est violent. En plus, la cymbale, c'est fait pour effrayer. C'est les Chinois qui ont inventé la cymbale en 3000 avant Jésus-Christ pour faire peur aux mauvais esprits. Non, c'est vrai. Mais oui, ça marche. Dans le théâtre extrême-oriental, vous avez... Et là, vous avez peur. Reconversion possible, André. Et donc, de la même manière, ils mettent des masques grimaçants pour faire peur aux mauvais esprits. À Notre-Dame de Paris, on a fait pareil. On met des gargouilles. C'est des figures de diables. C'est horrible. Quand j'étais petit, je dis, mais pourquoi il y a des diables sur les églises, pour faire peur aux mauvais esprits. Et du coup, les Ottomans qui commerçaient avec les Chinois, quand ils ont vu ça, ils ont dit, nous, on va faire peur à nos ennemis. Du coup, ils ont équipé l'avant-garde, les janissaires, ces soldats hyper entraînés, de cymbales. Et du coup, les ennemis, quand ils entendaient ça, ils flippaient. Et les Anglais, ils ont fait pire, ils ont mis des cornemuses devant. Du coup, un jour, il y a une parade de l'armée ottomane dans Vienne. Un certain Wolfgang est là, et lui, il ne connaissait pas cet instrument. Il dit, c'est génial, je veux jouer avec. Le musicien est joueur. Quand il y a quelque chose qui vient de l'étranger, il dit, je veux jouer avec. Si c'était comme ça dans la vie, ça serait plus cool, non? On est d'accord? Du coup, il va mettre des cymbales dans son orchestre, mais ça fait tellement de boucans qu'on va être obligé de tripler la taille de nos violons. Et si aujourd'hui, on a des orchestres symphoniques de 70 musiciens, c'est à cause de la cymbale. Et c'est un Arménien qui vous le dit. Voilà, une masterclass aussi d'histoire. Attendez, j'ai pas fini. La chanteuse, elle vient ici. J'allais dire, oui, c'est vrai. Elle se réfugie près du guitariste. C'est là que je me réfugie ou pas? Mais c'est quoi un guitariste? C'est quoi un guitariste? J'allais dire, c'est un manche avec des poils
Et le guitariste, il est resté en 2020, au XXe siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire, le guitariste, lui, il n'a rien à péter de la chanteuse. Il regarde les meufs qui va essayer de pécho à la fin du concert. Du coup, la chanteuse, elle va vers le sax. Et le sax... Mais le sax, c'est l'instrument des slows. C'est avec ça qu'on emballait dans les années 80. Oui, là, non, non, oui, là, George Michael. Donc, il n'a rien à péter. Donc, c'est pareil. Du coup, elle va vers le bassiste. Charlotte, vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec un bassiste? Un bassiste, il regarde que ses doigts. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient se réfugier ici, OK, dans la courbe psychoérotique du piano. Elle se calme bien les reins. Elle sent les vibrations du piano. Je vais faire le pianiste, du coup. Elle se sent sécure. Voilà, c'est ça. Là, elle se sent. Et puis, à un moment donné, elle se retourne. Elle regarde le pianiste dans les yeux. Et le pianiste, il est mort. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de ma vie en 30 C'était terminé. secondes. Voilà, merci beaucoup, André. Merci. Puisqu'on commence par la fin, moi j'ai un peu l'impression que cette conférence, même si ce n'est pas la fin de la journée, c'est quand même un peu le générique de fin de cette édition. Le générique de fin. Alors, vous allez me demander de faire un générique avec... Avec, par exemple, One to One 2025, puisqu'il n'y en aura pas deux. C'est là où on ne l'avait jamais fait. Parce que sinon, je fais les musiques des prénoms aussi. Suivant un principe très simple. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Une note. Mais là, non, finalement, des chiffres. One to one. Si je prends ma gamme, one, c'est Do, OK? Two, Ré, Ré, Do, Ré, Ré, 0. 2000, 0, ça compte pas. Ré, 2, 5. Sol. Donc ça fait Do, Ré, Ré, Sol. Ça, c'est la musique de One to One 2025. C'est un jingle gratuit en live. Attendez, maintenant elle est un peu sèche comme ça. On va voir ce qu'on peut faire avec. Je pense que peu d'événements peuvent se targuer d'avoir un si joli générique de fin. Merci beaucoup, André. Il y avait de l'épique, j'ai essayé de mettre un peu... Une histoire. Voilà, En fait, vous étiez là pendant 3 jours. Bien exactement, sûr, la montée, tension dramatique, on a bien Exactement. compris. C'était hier, tout à coup, midi, la keynote PayPal. Si on recommence du coup au début et au sujet qui nous réunit, qui est le retour aux fondamentaux, et qu'on revient aux fondamentaux de la musique, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est la question de Quincy Jones à Nadia Boulanger. Quincy Jones, dans les années 50, vous voyez qui c'est, le producteur de Michael Jackson, un musicien formidable. Il est afro-américain, on le sait, il est noir. Dans les années 50, c'était déjà un arrangeur formidable, mais il n'avait pas le droit, comme il était noir, d'arranger pour les violons. Du coup, il a fallu qu'il vienne à Paris à la demande d'Eddie Barclay pour faire le premier disque d'Henri Salvador. Et là, du coup, il a dit, là, en France, je vais pouvoir enfin arranger pour des violons. Donc, il va voir Nadia Boulanger, qui est une prof de musique formidable. Dans sa classe, il y avait Bernstein, il y avait Michel Legrand, il y avait tout le monde. Tout le monde y est passé, de Stravinsky, à Zola, tout ça. Émile Zola, enfin non. Et donc, il lui dit, Nadia, je veux tout savoir sur la musique classique. Parce qu'encore une fois, les Afro-Américains n'avaient pas le droit de toucher à la musique classique aux États-Unis. Elle lui dit, Quincy, il faut que tu saches ce qu'on a fait avec 7 notes. Avec les 7 notes. Il y a 7 notes pour faire une mélodie. Il faut que tu saches ce qu'ont fait avant toi les grands compositeurs de Monteverdi à Bach jusqu'à Ravel. Et une fois que tu sauras ça,
tu sauras tout, et après, il faudra que tu trouves ton chemin à toi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué d'être musicien. Donc le fondamental, je dirais, en musique, il est tous les jours. Quand je me lève le matin, je fais un accord parfait. C'est super banal, mais comme c'est le matin, je suis vierge de tout son, je fais « Oh, que c'est beau !» Vous voyez ce que je veux dire? Et là, « Oh, que c'est encore plus beau !» Oh, et voilà, et on est parti en couille pour la journée. Voilà, donc maintenant, plus prosaïquement, le fondamental, ça me fait penser à ce qu'on appelle la note fondamentale, c'est-à-dire que aucun son de musique, encore moins, n'est un son pur. Le seul son pur, c'est celui de l'oscilloscope, c'est-à-dire une fréquence, une seule fréquence. Vous voyez, c'est l'oscilloscope quand vous êtes mort. Enfin, vous voyez. De la vie à la mort, il n'y a qu'un pas. Quand on a dit le drame et tout, tac, tac, tout d'un coup, vous avez là la cymbale. Il n'y a pas de cymbale, une sinusoïde, et là voilà. En réalité, les sons sont composés d'harmoniques. Sinon, c'est très moche, c'est extrêmement vilain. Donc, les harmoniques, c'est quoi? C'est que si je fais un do, j'ai une superposition de notes à l'intérieur de cette note, qu'une oreille exercée peut entendre. Un chien peut les entendre puisque lui, il va encore plus haut que l'oreille humaine. Mais en général, il faut s'exercer. Alors la première harmonique, c'est quoi? C'est celle-là, puis 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 c'est celle-là. Toutes ces notes sont dans ma note. C'est-à-dire que dans ma note fondamentale, il y a ce qu'on appelle l'accord parfait. Vous voyez? Donc, si je joue sans arrêt sur ces notes-là, en réalité, c'est parce que j'étais à l'écoute de cette note et je la développe. Le génie de Mozart, c'est qu'il compose tout à partir de ces trois notes de l'accord parfait. Ou alors concerto pour clarinette. Donc, on va dire que l'accord, il est induit déjà dans la note. Et du coup, alors si je le joue comme ça, c'est un peu sombre. Si mon mi, je le transpose et je le mets là, waouh, là ça sonne différemment. Donc l'accord parfait, entre les notes, il faut de l'espace. Khalil Gibran dans Le Prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Planter deux graines l'une à côté de l'autre, elles vont se faire de l'ombre. Maintenant, mettez-leur de l'espace et l'énergie va circuler et il va pouvoir naître deux arbres. C'est pour ça que ma femme habite à Chamonix, moi j'habite à Paris, pour que l'amour circule entre nous. C'est ça, ça fonctionne. Donc, ces règles fondamentales, en réalité, tous les musiciens le ressentent et du coup, on joue avec et on joue autour. Et la plus belle définition de la musique, c'est encore ce sale gosse de Wolfgang qui, à l'âge de 3 ans, répond à son père. Le papa de Mozart s'appelait Léopold, c'était un très bon violoniste, un très bon pédagogue. Il apprenait au petit Wolfgang, mais à sa grande sœur. Mozart avait une grande sœur de 5 ans de plus que lui, qui s'appelait Marianne Nannerl, son surnom. Elle est importante dans la vie de Mozart. Malheureusement, on n'a retrouvé aucune partition de Marianne Mozart. Mais il s'est passé un truc chelou au XIXe siècle, c'est qu'on a un peu écarté les femmes du grand livre des compositeurs. Bref, Léopold leur apprenait tous les instruments qui existaient à l'époque, le violon, la flûte, le clavecin, le luth. Simplement, il dit à l'enfant Mozart, quand je ne suis pas là, ne touche pas le clavecin, parce qu'un clavecin, c'était l'instrument le plus cher, ça se désaccorde, c'est fragile. Le clavecin, il est réservé à ta grande sœur Marianne. L'autre, il fait « Oui, papa ». Qu'est-ce qu'il entend un soir, Léopold, qui rentre chez lui dans l'ascenseur? Le clavecin. Il entend le petit Wolfgang qui joue du clavecin tout bien seul. Tempéré. Il va pour lui... Non, ça, c'était Jean Seb. Il va pour lui mettre une gifle. C'était l'époque où on avait le droit de mettre des gifles à 12 enfants. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais interdit. » Et l'enfant le regarde et lui dit « The cerce les notes qui s'aiment. » C'est pas beau, ça? On peut avoir des notes qui s'aiment. Les notes qui s'aiment. Si je joue un si, le si, il est qu'à un demi-ton du do. On est d'accord?
Donc le si est très attiré par le do. Si je joue le fa n'est qu'un demi-ton du mi. Et si je joue fa ici ensemble, ça craint. Ça, c'est tension. On appelle ça l'intervalle du triton. On appelait ça l'intervalle du diable au Moyen-Âge. Diabolus in musica. Mais si j'écoute ce que me réclament ces deux notes, waouh! Les notes s'aiment. Là, c'est toute l'histoire de la musique. Tension, résolution, tension, résolution, tension, résolution, tension, résolution. Ça m'amène à une autre question, qui est, pour créer, justement... Pardon, Charlotte. Mais juste, je m'épose. Il y a des notes qui... Mettez pause, mais reposez-moi votre question qui va être géniale, j'en suis sûr. Pas sûr. Donc, en réalité, c'est quoi un compositeur ? C'est quelqu'un qui entend ce que réclame la note qu'il vient de jouer. Si je joue un si, le si va aller sur le do parce qu'il n'est qu'un demi-ton du do, ok ? Je dis bon, bah, d'accord, vas-y. Du coup, j'ai créé un mouvement ascendant. Oh, c'est joli ça. J'ai continué. Ah, j'ai continué. Ah. Maintenant, en descendant. Maintenant, je vais conclure, mais pas trop vite. C'est dur d'enchaîner. C'est pas moi qui ai joué. J'ai écouté ce que me réclamaient les notes. Maintenant, il y a des notes qui s'aiment, mais il y a des notes qui se détestent. C'est qui les notes qui se détestent ? C'est les voisins. Toujours les mêmes. Vous avez déjà été dans une réunion de copropriété ? On s'y croit. En 1912, il y a un compositeur américain, on avait tout inventé, Ravel et Debussy étaient passés par là, qui a inventé, il a dit, moi j'ai fait un accord avec 5 notes qui se touchent. Il appelait ça un cluster. Je vous jure que c'est vrai, parce que cluster, ça veut dire grappe, touffe, enfin bref. Une grappe. Donc l'idée, c'est de jouer avec les notes qui s'aiment et aussi les notes qui se détestent. Stravinsky va s'en servir dans le sacre. La musique, encore une fois, c'est des tensions, des résolutions, des tensions, des résolutions, des tensions et des résolutions. Et de la répétition. Et de la répétition. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à sortir de ces fondamentaux, qu'on a donc bien appris, pour arriver à aller créer autre chose ? Typiquement, vous donnez beaucoup de cours d'improvisation et vous militez presque haut et fort pour qu'on retrouve cette capacité à improviser, en l'occurrence plutôt en musique, mais ça pourrait être sur bien d'autres sujets. Alors, comment on fait ? Ça, c'est une question. Encore une fois, il faut étudier tout ce qu'ont fait les musiciens avant vous. Vous imaginez, si vous êtes classique, encore une fois, de Monteverdi à Ravel, en passant par Bach, etc. Mais après, vous faites quoi, vous ? En jazz, c'est pareil. Si vous voulez faire du piano jazz, bah, vous commencez par Art Tatum, Fats Weller, et puis après Duke Ellington, et puis après arrive Bill Evans, et puis tout d'un coup, il y a Thelonious Monk. Vous vous situez comment par rapport à tous ces gens ? Il y a deux choses. Je crois que la première, c'est quand on veut être autre chose qu'un interprète, qu'on veut s'exprimer soi, il faut accepter ses défauts. Accepter ses défauts, ça veut dire, ok, j'ai un maître, mais j'y arriverai pas. J'essaye de l'imiter, et en essayant de l'imiter, je fais autre chose. Mais finalement, cette autre chose, j'arrive toujours un peu à faire un même autre chose. Et si cette autre chose, c'était mon truc à moi. Et du coup, c'est le jour où vous vous aimez, où vous décidez à aimer vos défauts, c'est là que vous y arrivez. Et on est tous égaux. Alors, égaux en droit, oui, non. Est-ce qu'on est tous câblés de la même façon ? Est-ce qu'on peut tous, demain, improviser avec brio ? Je sais qu'il y a certaines parties, justement, du cerveau qui sont stimulées quand on crée ou quand on apprend, qui ne sont pas forcément les mêmes. On n'est pas tous non plus aptes à faire appel à différentes parties de nos cerveaux de la même façon. Alors, le problème, c'est que la musique telle qu'on l'apprend aujourd'hui, on l'apprend par la lecture. Et moi, je trouve ça, j'allais dire, non seulement dommage, mais même, d'une certaine manière, légèrement stupide. Quand on dit Mozart composé à l'âge de 3 ans, mais bullshit total.
Vous imaginez le gamin avec une plume d'oie en train d'écrire sur ça. Bah, déjà, il ne sait même pas écrire. Je veux bien que ce soit un génie, mais il ne sait pas écrire. Donc, ce n'est pas lui qui écrivait. C'était son père qui notait ce que faisait le gamin. Le gamin, il le disait, je cherche les notes qui s'aiment. Donc, il cherchait tout seul sur son clavecin déjà. Et pourquoi le père notait? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque pour prendre ton gamin et pour le mettre sur Instagram. Donc, du coup, la partition, c'était pourquoi? C'était pour noter. Parce qu'il n'y a rien de plus volatile qu'un air de musique. On dit un air, justement. Moi, une fois, je vous fais une confidence, Charlotte, j'étais à Chamonix sur un tire-fesse. Et tout d'un coup, j'ai une mélodie merveilleuse dans la tête. Et je fais, oh, mais je vais l'oublier, mais qu'est-ce que je fais? Je n'avais pas de téléphone, je regarde, je cherche, j'enlève les gants, je trouve un truc de carte bleue, un stylo. Bon, il faut vous dire que je suis un excellent skieur. Et arrivé en haut, j'avais noté, heureusement, sinon, et c'était une belle chanson que j'avais faite à l'époque pour Liane Folly, mais si je ne l'avais pas notée, elle serait partie. Or, donc, la notation musicale, c'est fait pour se souvenir. On peut se souvenir juste de Liane Folly et de ce morceau de 2 secondes avant la suite? Là, vous ravivez une plaie dans mon cœur. J'ai lu. Et ça fait rien, j'ai essayé. C'était écrit. Donc on repart sur le télésiège, on est là, Donc on est c'est sur le noté. télésiège. Donc l'idée, c'est qu'on note pour se souvenir, mais la partition, en réalité, c'était comme un pense-bête. C'était considéré comme ça par les musiciens. Il y avait carrément des phases d'improvisation. De temps en temps, ils regardaient, puis voilà. Ce qu'on appelle un prélude aujourd'hui, c'est quoi? C'est les musiciens qui s'accordaient et qui jammaient, en fait. Ils se chauffaient. Et après, tout ça, c'est devenu un peu figé dans le marbre. Au bout d'un moment, les musiciens, ils font des improvisations tellement jolies que celle-là, elle était trop belle. Je vais m'en rappeler. L'autre jour, j'étais avec Charlotte, on a dit des trucs de déglingo, je vais les noter. Et à force de noter vous-même votre propre improvisation, donc l'improvisation, petit à petit, elle va s'en aller parce que les musiciens veulent fixer ce qu'ils ont fait de meilleur, parce qu'il y a un risque dans l'improvisation, c'est jamais la même chose. Parfois c'est génial, parfois c'est moins génial. Donc on a envie de noter ce qui est plus génial. Après vous avez un compositeur qui s'appelle Beethoven, lui il dit « Putain, les impros des icos, c'est moi le meilleur, tu fais pas d'impro, j'écris ». Et puis il va y avoir un deuxième mouvement au milieu du 19e siècle, c'est que autrefois, on ne jouait pas la musique des morts. Jean Seb est complètement oublié. Mozart est oublié quand il est mort, Beethoven aussi. Non seulement on ne jouait pas cette musique, mais on considérait que c'était ringard. Il fallait toujours aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Jusqu'en 1820, un certain Mendelssohn hérite d'une vieille tante de partition, et il regarde ça, il me dit, mais c'est un chef-d'œuvre ce truc, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est signé d'un certain Jean-Sébastien Bach qu'il ne connaît pas. En réalité, sa vieille tante avait été l'élève du dernier fils de Bach, Jean Chrétien, et dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Il convoque 2 orchestres symphoniques, 3 chorales, il loue la Sing Academy de Berlin, ne pas confondre avec la Star Academy de Damaris. Et là, les gens médusés écoutent la musique du futur jouée, composée par un compositeur qui est mort plus d'un siècle auparavant. Et c'est là qu'on se dit, ce morceau, c'est la Passion selon saint Matthieu. Ce soir, les amis, faites-moi plaisir, vous rentrez chez vous, vous mettez un casque et vous mettez la Passion selon saint Matthieu. Et notez-le, la Passion selon saint Matthieu. C'est, on dirait, la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est complètement psychédélique. Vous prenez un verre de Génépi, un verre de whisky, un pétard, ce que vous voulez, mais vous allez décoller. Donc, on écoute,
Charlotte, c'est merveilleux. Il faudrait que je vous fasse écouter ça sur une plage au Brésil et tout, mais voilà. En réalité, ce sont des chœurs qui s'entremêlent avec des cordes et tout. On atteint. Et du coup, là, on se dit, mais alors, il y a des trucs géniaux avant nous. On va peut-être aller compiler tout ça. Et voilà que des messieurs vont chercher chez les marchands de musique de l'époque, qui étaient les éditeurs, mais ils vont chercher où? Dans leur cave. Et des partitions. Et ça, c'est formidable. Ces partitions, on dit, qu'est-ce qu'on en fait? On va les mettre, on ne va pas les mettre dans un musée, on va les mettre dans nos écoles de musique. Ah ça tombe bien, nos écoles de musique s'appellent des conservatoires. Ah, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'on met en conserve là-dedans? Et donc ça, c'est formidable, parce que c'est grâce à ça qu'on va redécouvrir ce répertoire. Mais il va y avoir 2 dommages collatéraux. Premier dommage collatéral, dès qu'un monsieur trouve une partition signée par un prénom féminin, il raye le prénom féminin pour l'attribuer au mari ou au frère. Deuxième dommage collatéral, on dit désormais aux apprentis musiciens, vous n'avez plus besoin de vous exprimer, on s'en fout, vous êtes là pour jouer la musique des génies du passé. Et on a fait la même chose à l'école. On a cessé d'apprendre la rhétorique. C'était quoi la rhétorique? L'art de s'exprimer. On va y revenir, non? On a dit aux gamins, il y a la littérature, la poésie, il y a des grands génies, fermez vos gueules. Et vous imaginez si Verlaine et Rimbaud n'avaient pas eu de cours de rhétorique, ça donne quoi? TPMP. Cyril Hanouna. Donc, cette affaire d'improvisation, la musique n'aime pas qu'on l'enferme, elle a traversé l'Atlantique et c'est grâce à des enfants d'esclaves africains qu'on a retrouvé la liberté d'improviser. Mais moi, mon sujet maintenant, c'est de réapprendre aux gosses, parce que comment un enfant apprend à parler? Déjà, il n'a pas de cours, il entend des sons, il essaye de les reproduire, et puis ces sons, il s'aperçoit que ça fait des mots qui ont un sens, et puis il va faire des phrases, puis à l'âge de 5-6 ans, quand il a une syntaxe parfaite, là, le fait d'apprendre à lire et à écrire, au contraire. Donc, je ne suis pas contre le solfège, au contraire, mais il faut commencer par l'oral. C'est avec les oreilles que ça se passe. Et en plus de ça, il se passe un autre rapport avec le corps. Quand vous voyez un geste d'un musicien, vous avez le mimétisme, vous avez beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu que l'écrit simplement. Apprendre le solfège à un gamin avant qu'il ne joue d'un instrument, c'est comme si vous disiez à votre enfant qui vient de naître, tu n'as pas le droit de parler, je ne te parlerai pas avant qu'il sache lire ou écrire. Et ça, c'est essentiel. Et quand j'entends parler à la fois de rhétorique, quand j'écoute, et je suis assez fascinée parce que finalement, on invite un musicien et vous êtes presque plus bavard que... non, mais je pense que tout le monde apprécie. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que avec les pianos ou avec les mots, vous racontez des histoires comme personne. Et en fait, ça m'interroge, moi, sur un autre truc qui est essentiel et dont on parle, c'est l'écoute. Et comment est-ce qu'on arrive à cette qualité d'écoute, par exemple, et qu'on soit musicien ou qu'on soit storyteller. Quand on est musicien, on est obligé, ok? Puisque le geste, c'est votre prof qui vous dit, il y a un jeu, justement, quand on veut faire enseigner la musique par l'oral, on appelle ça le jeu du perroquet. Je fais une phrase, vous la chantez. Je suis pas sûre. La la la. Ils vont la chanter eux. Ok, là je suis sûre. Plus fort. Mais c'est trop beau. Mais quel potentiel de voix psychoérotique dans cette assemblée. On va le faire un peu plus fort, d'accord? Et vous savez quoi? Je la joue un peu, puis vous la jouez après. À un moment donné, je vous fais un signe et vous y allez. La la. C'est là où là? La la. Stop, ça va pas du tout, personne ne chante. Involontaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante ici? Non, mais il y a toujours quelqu'un qui chante. Voilà,
Normalement, je fais ça à la toute fin des spectacles. Les gens sont Ils un peu chantent, hein. chauds et tout ça. Ouais. Ouais. Ils En chantent des fait, on trucs est de tous dingue. un petit peu trop timides. Moi, j'ai fait pareil. Non, je peux pas. C'est pas Oui. beau. Non, mais vous aviez un micro en plus. Donc Ouais, c'était gênant. C'est très gênant. Je crois qu'on a déjà terminé, puisqu'il est déjà 12h30. Mais non. C'est tellement, ouais, Non, c'est vous tellement rigolez. frustrant. Mais on n'a rien vu. Moi, je Mais peux non. rester 1 heure ici, hein, mais je crois qu'il y a déjà des déjeuners, des ateliers. On arrive à la fin, alors, c'est ça? Bon, après, on peut faire une fin et ceux qui veulent rester restent. Hein. André, si vous voulez rester, moi, je suis là pour la journée. On peut quand même, puisqu'on se parlait de choses simples, mais pas tant que ça, terminer sur un truc simplement beau. Donc là, le sujet, c'était quand même... Là, le sujet de cette convention, il y avait des mots-clés. Simplicité, Simplicité, vision, vision, fondamentaux. fondamentaux. Les fondamentaux, on en a bien parlé. La vision, c'est... Moi, je dirais, c'est quoi? C'est l'inspiration pour un musicien. Moi, le conseil que je donne, c'est... Il n'y a rien de plus chouette que de tomber amoureux. Ou de se faire larguer. Pour retomber amoureux. Ouais, quand Beethoven s'est fait larguer, il a fait un accord mineur. Et si c'était pas fait larguer, il aurait fait un arpège majeur. C'est naze, non? Ouais. Franchement, elle a bien fait de le quitter. On serait passé à côté d'un chef-d'œuvre. J'ai envie de vous raconter une petite histoire qui peut être sympa, puisqu'on est avec des entrepreneurs, on est avec des gens qui tous les jours sont confrontés aux problèmes, surtout par les temps qui courent. Et il y a un truc qui est... Parfois, quand il vous arrive un truc pas bien, voilà, donc comment on le fait pour le transformer? L'exemple plus sympa qui me vient à la tête, c'est l'exemple de Keith Jarrett. Vous connaissez sans doute ce pianiste de jazz. C'est le gars qui a vendu le plus de disques avec un disque mythique. Et ben, l'histoire de ce disque s'appelle le Köln Concert. 5 millions d'exemplaires pour le jazz, c'est énorme. Personne n'a vendu autant de disques que ça. Ben, c'est parti à la base d'un accident. L'accident, c'est le suivant. Il est en tournée, en piano solo. Il vient d'Italie, il va jouer à Cologne, il a roulé toute la nuit, il est fatigué, de mauvaise humeur, il arrive et le piano, c'est une Brel. C'est-à-dire que normalement, ça devait être un Bosendorfer grand concert, et là, c'est un tout petit, je ne veux pas citer la marque et tout, mais et en plus de ça, il est carrément aigre, on dirait presque un clavecin. Il dit, je ne peux pas jouer là-dessus. Donc, l'organisatrice du concert est jeune, elle a 19 ans, elle a loué l'Opéra de Cologne. Elle cherche, elle ne trouve pas, on attend, il s'énerve de plus en plus, elle lui dit « Allez dîner, on verra, il va dîner, la bouffe est dégueulasse. » Bref, il y a rien qui va, ok. Et puis, il dit « Je ne vais pas jouer. » Et son agent lui dit « Mais regarde, c'était rempli, l'opéra. » Il dit « Bon, ok, il y va. » Mais comme il prévient personne, il me rentre sur scène, l'organisatrice le voit rentrer sur scène, en panique, elle sonne le rappel parce qu'il y avait encore des gens dans le couloir. Et c'est quoi le rappel à l'opéra? C'est... Ok? C'est... C'est ça plutôt. Voilà, c'est ça. C'est 4 petites notes comme ça. Lui, il rentre sur scène et il entend le jingle. Déjà, ça l'énerve tellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant 2 heures, il va improviser sur ces 4 notes pourries. Et ça va donner une des musiques les plus chouettes qui soit.
Magnifique. Donc ce soir, si vous réécoutez le Köln Concert, au tout début, vous allez entendre, une fois qu'il a fait ses petites notes, l'assemblée qui se marre, un rire, parce qu'ils ont reconnu le thème, quoi. Et quelque part, ça résonne avec la demi-heure qu'on vient de passer, c'est-à-dire qu'il faut certainement du génie et un peu d'humour. Et oui, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, essayer de transformer le petit contretemps finalement en qualité. Attendez, c'est pas fini l'histoire, Charlotte. Mais c'est pas fini. Pour lui, ce truc, ça reste quand même un mauvais souvenir, on est d'accord. 2 ans plus tard, il se balade à Berlin. Et à la devanture d'une librairie, il voit une photo de lui qui est vachement belle. Il rentre, il dit qu'il ne connaissait pas, il est au piano, il dit au libraire, qui a pris la photo? Et le libraire, il dit, c'est moi, j'étais à votre concert à Cologne. Il appelle son manager, il fait, t'as gardé, parce que tous ces concerts étaient enregistrés, t'as gardé les bandes du concert de Cologne? L'autre, il fait, ouais, mais enfin, franchement, c'est un mauvais souvenir pour toi. Il dit, je crois que j'ai trouvé la pochette. Excellent. Et du coup, c'est avec cette espèce de série de rebondir, encore une fois, sur les circonstances. C'est ça, moi j'aime bien faire du ski et quand vous voyez une bosse, elle peut faire peur quand vous ne savez pas, mais quand vous savez la prendre, vous la laissez aller, vous la chopez en douceur, elle vous emmène ailleurs, mais vous avez toujours la vision parce que sinon vous vous retrouvez chez les chamois. Enfin bref, voilà. Retombe toujours sur ses pattes. L'idée c'est d'essayer de toujours... Voilà, c'est ça que Bravo Charlotte, merci. L'idée c'est parce qu'on peut avoir le vertige, mais c'est tellement génial le vertige. Quand j'étais dans la Nouvelle Star, les gars ils flippaient, on était en direct, ils disaient mais où il va, mais où il va, mais où il va. Et moi je savais pas où j'allais. Mais il y a toujours un moment où on finit par atterrir, c'est quand on regarde les yeux de l'interlocuteur, tout d'un coup on dit ok, il faut y aller là. C'est fini, c'est ça. L'atterrissage forcé, c'est dur parfois. Bon, et vous avez retenu La Passion selon saint Matthieu et le Köln Concert, ok? Et après, il y aura un... Non, c'est pas vrai. Merci de nous avoir emmenés ailleurs. Merci infiniment. André Manouchian. Merci André. Et bonne fin de salon à vous tous. Bonne journée.